Erev Tov, Shalom Aleichem, quel plaisir de vous retrouver sur Yeshiva Zoom, Sej Online, www.sej10.com comme tous les lundis soirs pour partager, découvrir, réviser un sujet de Halacha. Moraï Rabotai, vous êtes là, vous êtes en forme, vous avez les cahiers, les stylos, les enregistrements, Baruch Hashem. Alors, on y va sans plus tarder. Excusez-moi. Voilà les derniers préparatifs qui ne sont pas prêts. Moraï Rabotai. Tout d'abord, je voudrais dédier le shiur pour la refoua shelema de Sarah Mania Bat Mazal Tov, de Mayan Bat Ev, Yaakov Ben Rota, oh là là, Ben Bouta Raza ou Rota Raza, j'ai pas bien écrit, Ben Rota Raza, Elino Asimcha Bat Rachel Chaya Sarah, Akadosh Baruch Hu envoie la refoua shelema à tout le monde, envoie la Géoula, envoie la paix en Eretz Israël, que les nations nous laissent tranquilles pour que nous puissions, Be'ezrat Hashem, étudier la Torah, découvrir la beauté de la Torah pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Je voudrais, avant de poursuivre notre étude, Be'ir Ben Simcha, ça c'est Leilou Nishmat, Be'ir Ben Simcha, Yosef Ben Besaouda HaKohen, et qu'on entende des bonnes nouvelles chez tout le monde, Mohamed Rabotai. Mais tout de suite et maintenant, ça fait 3 mois que nous prions, que nous implorons, que nous étudions, que nous nous renforçons. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous encore et encore et encore des efforts et surtout du Limud HaTorah. Je voudrais, avant de poursuivre notre étude, que nous avons commencé donc depuis 2 semaines sur les Ilchot Shabbat. Nous sommes dans Bishul. Nous allons, Bezrat Hashem, ensemble, ce soir, découvrir encore et encore des Chidushim. Mais je voudrais tout d'abord vous faire part d'un commentaire exceptionnel et fabuleux du Or HaChaim Akadosh Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu dans Vaera, il parle à Moshe Rabbeinu au chapitre 6 et il lui rappelle qu'il a entendu, Hachem dit à Moshe, j'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël qui sont écroulés par l'esclavage et les souffrances de l'Égypte. Va ezkor et beriti, je me rappelle de mon alliance. C'est pour cela, va dire aux enfants d'Israël que je les ferai sortir de l'endurance de l'Égypte. Je leur porterai secours de leur travail. Je les libérerai par un bras étendu et par de grands prodiges. Je vous prendrai pour moi comme peuple, et je serai pour vous Elohim, un Dieu, afin que vous sachiez que je suis Hachem Elokechem, qui vous fait sortir mitachat sivlot Mitzrayim. Et ensuite, je vous amènerai, vous guiderai vers la terre, dont j'ai levé ma main pour la donner à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Je vous la donnerai en héritage, Ani Hachem. Dans ces psukim que nous connaissons, surtout le soir du Seder de Pessah, contiennent les 4 fameux verbes, plus précisément 5, et pour lesquels les Chachamim ont institué les 4 coupes de vin. Donc les 4 verbes sont Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti, et la 5e coupe c'est Ve, Eveti, Etrem. Après qu'Akadosh Baruch Hu dessine à Moshe Rabbeinu le programme de la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu a un discours assez surprenant. Vaidaber Moshe ken el bnei Israël. Moshe va répéter le discours d'Akadosh Baruch Hu aux enfants d'Israël. Velo shameu el Moshe mikotzer ruach ou me'avoda kasha. C'est-à-dire que les enfants d'Israël n'ont pas écouté Moshe mikotzer ruach. Littéralement, de par leur souffle écourté,
du court souffle, mikotser ruach, ou be'avoda kasha, et à cause du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Mikotser ruach, il dit Rashi, toute personne, kol misheu metzer, toute personne qui se trouve dans l'étroitesse, dans les tsarot, ucho venishmato ktsara, il a la respiration courte, il s'essouffle. Comme il travaille beaucoup, il est dans la peine, dans le souci, il a du mal à respirer. Veno yachol lehaarich bin shimato, il ne peut pas avoir une longue respiration, il inspire et il expire très vite par petites tranches d'expiration et d'inspiration. Ça, c'est ce que nous dit Rashi. Ensuite, Hachem parle à Moshe et lui dit maintenant tu vas aller chez Paro. Alors là, Moshe Rabbeinu, il est surpris, dit les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Hen bene Israël lo shame'u elai. Ve'er ishma'eni Paro. Alors comment Paro va m'écouter? Je coupe le pasouk, c'est pas un shiur de Chumash ce soir, c'est en guise d'introduction. Alors, les enfants d'Israël n'écoutent pas Moshe parce qu'ils sont essoufflés du travail. Lorsque Hachem dit à Moshe va répéter au Pharaon le programme de la sortie d'Égypte, Moshe nous surprend encore une fois et il dit Hachem et les Israël ne vont pas écouter. Alors, à plus forte raison, il dit Rashi, comme ça il faut lire le pasouk, Kal vachomer, a fortiori que Paro ne va pas m'écouter. Mais la question est évidente. Les enfants d'Israël n'ont pas écouté Moshe. Pourquoi? On a dit parce qu'ils sont essoufflés du travail, ils sont fatigués, ils sont peinés, ils sont soucieux, comme dit Rashi. Mais alors c'est quoi ce calvachomer? Si déjà les béné d'Israël qui sont fatigués, ils m'ont pas écouté, à plus forte raison, Paro, il va pas m'écouter. Mais à plus forte raison de quoi? Puisque si la cause et la raison pour laquelle Israël n'écoute pas Moshe, c'est parce qu'ils sont essoufflés à cause du travail. Alors il n'y a pas de la plus forte raison à faire. Il n'y a pas la technique du calvachomer qui marche, vous comprenez? Les béné Israël, ils ont, entre guillemets, une bonne raison de ne pas écouter Moshe. Parce qu'ils en peuvent plus de l'endurance de l'esclavage. Alors qu'est-ce que ça vient faire ici, Paro? Alors à plus forte raison, Paro. Si déjà celui qui travaille et qui est fatigué, il m'écoute pas, à plus forte raison, celui qui est pas fatigué et qui travaille pas, qui va pas m'écouter. Ce calvachomer, il est difficile à comprendre, bien évidemment. Alors nous allons lire le commentaire ensemble extraordinaire de Rabbeinu Haïm Ben Attar, le Or HaChaim Akadosh, qui dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que les enfants d'Israël n'ont pas écouté Moshe Mekotser Ruach? Oulai, il dit peut-être, qu'il est tzad shelo hayu bnei teire, lo sham'u, velazeh ikare kotser ruach, ki a Torah marchevet libo shel Adam. L'Or HaChaim Akadosh dit quelque chose de fantastique. Peut-être que la raison pour laquelle les Bnei Israël n'ont pas écouté Moshe, c'est parce qu'ils n'étaient pas des Bnei Torah. Et donc, sans Torah, on a l'esprit, on a la respiration de l'être. Là, on parle plus de la respiration pulmonale, on parle pas de pulmonale, on parle pas des poumons, mais on parle d'une respiration existentielle. Car la Torah, nous dit l'Or HaChaim Akadosh, marchevet libo shel Adam, elle littéralement élargit le cœur de l'homme. Sans Torah, on est dans l'étroitesse de soi, on est enfermé, on est emprisonné en nous-mêmes. Donc quand quelqu'un il nous parle, même pas on l'écoute. Comme ça, dit l'Or HaChaim Akadosh. C'est-à-dire, il manquait de Torah, et c'est pas de leur faute, ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Alors Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, si les béné Israël, ils m'ont pas écouté parce qu'ils n'ont pas de Torah, alors je vous dis, bon, on va leur donner la Torah au Har Sinaï. Mais pour l'instant, ils n'ont pas la Torah. D'ailleurs, l'Or HaChaim Akadosh rappelle ici dans Ismach Moshe, le Rav Ephraim Moshe Korngot, que le Or HaChaim lui-même dans Vaïkra chapitre 26 verset 15 nous dit que Bnei Torah, c'est le niveau le plus élevé du Am Israël. Ça veut dire ils avaient de la Torah, ils avaient des mitzvot. L'esclavage enferme aussi les esprits. Je dirais un petit peu différemment, l'esclavage enferme surtout les esprits. C'est ce qu'on appelle Galut Adaat. Comme ça, c'est écrit
si je me trompe pas dans le Zohar, en tout cas comme ça il rapporte, Rav Moshe Shapira, il ramenait chaque année ce midrash, je crois que c'est le Zohar, ce qu'on appelle Galut Hada'at. Ça veut dire c'est l'exil de l'esprit. Alors les enfants d'Israël, ils étaient enfermés, emprisonnés, leur esprit était étroit. Et lorsque le Rachaim dit donc Rav Ephraim Moshe Kordgot Alav Shalom, il ramène les propos du Rachaim dans Vaïkra Chavav Tedvav, qui dit que ce niveau-là d'étudier la Torah et de goûter à cette Torah qui élargit le cœur, c'est le niveau le plus élevé du Ham Israël. Donc, s'ils avaient de la Torah, ils ont reçu de la Torah des Avot. Akdoshim, il n'y a pas encore eu Matan Torah, mais en tout cas, il y avait de la Torah, mais pas une Torah suffisamment investie pour élargir le cœur de l'homme. Il dit le Rachaim Akadosh, c'est ça le Kalvachomer de Moshe Rabbeinu. Si déjà les enfants d'Israël, ils n'ont pas de Torah et ils ne m'écoutent pas, bien qu'ils aient un peu de Torah, mais pas une Torah suffisamment investie, malgré la Torah qu'ils ont, elle ne leur a pas encore donné cette ouverture, cet élargissement du cœur, de l'esprit, de l'existentiel. Alors, à fortiori, à plus forte raison, Paro, que lui, il a encore moins de Torah que les bénis d'Israël, qui va m'écouter. C'est pas fantastique, Mohamed et Rabotai, c'est tout simplement Nora Vayom. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Torah, elle élargit l'esprit. Comme j'aime dire, il n'y a pas de système aussi et plus tolérant que la Torah. La Torah ne nous enferme pas, bien au contraire. La Torah élargit les perspectives de l'esprit, les perspectives de la vie. Alors, il y ratson, mais comme dit le Rachaim, ça c'est si on s'investit grandement et encore plus dans la Torah. Plus on étudie la Torah, plus on est libéré de... Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous libère, ce n'est pas seulement qu'on est libéré de soi-même, c'est déjà énorme bien sûr, mais on est libéré même de l'esclavage de l'Égypte, donc même de l'exil et de toutes les endurances et les souffrances que nous font subir les nations ennemies du Ham Israël, nos ennemis qui sont les ennemis d'Akadosh Baruch Hu. Alors face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions encore et encore nous investir grandement dans l'étude de la Torah, et en plus forte raison lorsqu'on étudie les Ilchot Shabbat, quand on a le temps de l'étude de la force physique, oui, mais en esclavage. Mais en réalité, c'est un cercle. Alors là, on peut dire qu'il est vicieux. Parce que plus on travaille, moins on étudie, plus on travaille, moins on étudie, etc., etc., etc. Mais, donc ça, c'est le cercle vicieux du travail, qui n'est pas la vie. Le travail n'est pas la vie, il faut travailler, c'est important, bien évidemment, mais la vie, la vraie, la réelle, c'est étudier la Torah. Et je vais vous dire quelque chose que vous posez la question de cette façon. Le Gaon Rabbi Yitzhak Zilberstein, dans son livre Lekayem, rapporte de nombreuses histoires de rabbanim, des rabbanim, c'est-à-dire des hommes qui sont des bnei Torah, comme il dit le Rachaim Akadosh, des hommes qui se sont investis dans l'étude de la Torah, dans la Avodat Hashem, qui ont réussi, alors c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais ils ont réussi à conjuguer l'étude et le travail. Et je vais vous dire quelque chose, permettez-moi, c'est parce que vous posez la question, avant de rentrer tout de suite dans les Ilchot Shabbat, mais j'ai déjà dit plusieurs fois, dans les cadres des shiurim de la yeshiva, osej. Pardon, si on peut couper les micros, ça m'arrange, s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. J'en avais même fait une fois une dracha, une année à Yom Kippour à la yeshiva. Je défie toute personne qui travaille aujourd'hui dans n'importe quel métier soit-il, tout métier confondu, sans exception aucune, que tous les hommes et les femmes aussi ont au moins, allez, je vais réduire, 2 heures d'études par jour. Il n'existe pas une personne qui travaille depuis 7 heures du matin jusqu'à minuit, non-stop. Ce serait peut-être même interdit d'après la loi, mais bon, on va pas rentrer dans ça. Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel métier soit-il, il est facilement possible d'étudier 2 heures par jour.
je pèse mes mots. À plus forte raison, Shabbat et dimanche, je ne comprends pas, c'est dommage, j'ai pas réussi. On a réussi, Baruch Hashem, on amène les enfants à la yeshiva, il y a des jeunes hommes, des étudiants qui viennent étudier à la yeshiva ou ailleurs, bien sûr, dans des différentes communautés de la ville, mais le dimanche, mon rêve, c'est qu'il y ait 1000 personnes qui viennent étudier le dimanche, au moins 1 heure après la tfila, ou 2 heures. Nous, tous les dimanches, on fait la tfila à 7h30, suivi d'un petit déjeuner, suivi d'un limoud. Je sais que ça se fait aussi ailleurs, dans d'autres communautés. Je ne dis pas que nous sommes les seuls. Pas du tout, ce n'est pas mon discours. Baruch Hashem, il y a plein de communautés de shiurim dans la ville, mais on est loin des 1000. Je ne comprends pas, les gens ils n'étudient pas le Shabbat, ils n'étudient pas le dimanche, ils n'étudient pas le soir, ils n'étudient pas le matin avant d'aller au travail. C'est inconcevable, c'est dommage. On perd des énergies, on perd des bénédictions, on perd tellement de choses qu'on pourrait avoir. Mais allez, peut-être 2 heures c'est trop, mais qui n'a pas 1 heure, la possibilité d'étudier 1 heure par jour, 60 minutes. Donc, l'esclavage n'est pas un tiroutz. Ça veut dire n'est pas l'esclavage du travail ou le travail tout court dans les mots d'aujourd'hui, puisqu'on n'aime pas le mot esclavage, mais ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'étudier 1 heure. Et étudier 1 heure, c'est un minimum pour connaître la paracha, la mishnah, la halacha, le chumash, la gemara, le midrash, etc., etc. Donc, en vérité, ce n'est pas l'esclavage ou le travail de l'esclavage, ou l'esclavage du travail, qui nous empêche de nous adonner à la Torah, c'est tout simplement une volonté manquante, absente, ou c'est une culture. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent la Torah sans l'étudier, mais bon, c'est pas le sujet de ce soir, j'aime pas parler comme ça. En tout cas, pour répondre, pour rebondir sur votre remarque, Madame Tsipora, qui n'a pas 1 heure de limoud par jour? Ça n'existe pas, hommes et femmes confondus, à moins d'avoir à la maison 10 enfants en bas âge, que je souhaite à tout le monde, mais Ben Taïm, ce n'est pas le cas. Alors les retraités, j'en parle même pas, les étudiants, j'en parle même pas. Ce que je veux dire, il y a beaucoup de temps perdu. Et les enfants d'Israël en Égypte manquaient, malgré tous les mérites qu'ils avaient, etc. Mais cela s'inscrit, c'est comme ça que je comprends. Pardon, si on peut couper les micros, merci beaucoup, Todarama, excusez-moi. Il ne faut pas oublier que les enfants d'Israël en Égypte ont atteint 49 degrés d'impureté. Et dans ces 49 degrés d'impureté s'inscrit l'absence de l'investissement dans l'étude de la Torah. La Torah, elle est tellement belle, elle est tellement magnifique, elle est tellement sensationnelle, elle est tellement, comme dit le Maharal, elle est be'orech, be'rochav ou be'omek. La Torah, elle s'étend sur des longueurs à l'infini, elle s'étend sur des largeurs à l'infini, et elle s'étend également sur des profondeurs à l'infini. Et c'est vraiment dommage. Dans la Torah, il y a les clés de tous les bonheurs inimaginables. Il y a dans la Torah les réponses à toutes les questions inimaginables. Il y a dans la Torah la place à tout un chacun, toute une chacune, un enfant, adolescent, adulte, vieillard, monsieur, madame, tout le monde a sa place au Beth Midrash pour découvrir la Torah. Et plus on étudie la Torah, plus on découvre soi, Dieu, l'autre, les forces, les énergies de la vie. On a des milliards de ségoulottes, c'est un mot magique que tout le monde aime aujourd'hui. Eh bien, plus on étudie la Torah, plus on bénéficie de toutes les ségoulottes. Alors, Bezrat Hashem, nous allons nous y mettre encore et encore. Je ne dis pas que les gens ne font rien, je ne dis pas que tout est nul, ce n'est pas mon discours, je dis qu'on peut en faire encore davantage. Morav et Rabotai, après cette introduction fantastique des propos du Or HaChaim HaKadosh, vous vous rendez compte, le Or HaChaim HaKadosh, il dit plus on s'investit dans la Torah, plus on sort vite de l'exil. Et on entend le programme de la Géoula seulement par l'étude de la Torah. Alors, Bezrat Hashem, nous allons nous investir davantage, nous allons continuer les lois de Bichoul. Alors, on avait commencé la semaine dernière Bichoul dans Shabbat, donc on l'a déjà dit plusieurs fois, maintenant tout le monde le sait, Baruch Hashem, que Bichoul, l'interdiction de cuire, Shabbat s'inscrit dans les 39 travaux interdits min Torah. Alors, nous avons vu quelques règles, nous allons en rappeler encore quelques-unes, et par la suite des shiurim, nous rentrerons encore plus dans le détail de ces principes de Bichoul qui sont des questions de chaque Shabbat. Bichoul achar bichoul ve'achar afia ve'tzliya. Je continue dans
à la Chaboura du Gaon Rav David Yosef. Les maîtres, nos Chachamim, les sages, ont conclu qu'un aliment qu'on appelle sec, c'est-à-dire en hébreu yavesh, qui a été complètement cuit. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de cuisson partielle, donc de 0 à peu près 50% de la cuisson, et de 50 à 100% de la cuisson, et on a conclu que tout ça, ça s'appelle bichoul. Maintenant, j'ai un aliment sec, ça veut dire du riz, du poulet, des pommes de terre, des haricots verts, des petits pois, etc. On va pas faire la liste de tout ce qui existe sur la planète. Ça s'appelle des aliments secs, qui ont été cuits kol tzorko. Ça veut dire le riz est cuit. Les pommes de terre sont cuites. Il faut faire attention parce que des fois, dans les pommes de terre, on fait cuire 1 kilo de pommes de terre, il y en a une, elle n'est pas cuite. Alors ça, c'est un problème, on reviendra sur ça. Donc là, en tout cas, mon poulet cuit, mon poisson, ma viande, mon rôti, qui a été cuit kol tzorko. À partir du moment où l'aliment a été complètement cuit avant Shabbat, on a le droit de le réchauffer. On va parler au moins de la plaque électrique, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus répandu, la plata, la fameuse plata de Shabbat, Madame Plata. On a le droit d'y mettre dessus donc tous ces aliments, tout aliment sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liquide, de bouillon, on verra tout ça. Eh bien, on a le droit de le mettre sur la plata. Pourquoi? Parce que sur la plata, l'aliment ne va pas cuire, puisqu'il est déjà cuit. Il va réchauffer, et au mieux ou au pire, il va brûler. Mais en tout cas, je n'ai pas fait de bichoul. Donc le concept de bichoul, c'est cuire ce qui n'est pas cuit. Bien évidemment, c'est un pléonasme. Donc ce qui est cuit n'est pas concerné par l'interdiction de la cuisson. Donc j'ai le droit de sortir de mon frigidaire un plat qui a été déjà cuit avant Shabbat. Si tant est, nous parlons clairement, de toute façon, c'est un shiur de halacha. Si c'est pas clair, et c'est pour ça que je répète quelques fois pour que ça soit clair, Be'ezrat Hashem, je parle d'un aliment sec, encore une fois selon la liste et encore beaucoup d'autres exemples que j'ai cités, et j'ai le droit donc de sortir du frigidaire. Donc avant Shabbat, j'ai fait cuire mon poisson, mon poulet, mon rôti, mon riz, etc., mes carottes, mes patates, je les sors du frigidaire, je les mets sur la plata pour les réchauffer, c'est permis, c'est ce qu'on appelle en hébreu en bichoul achar bichoul bedavar yavesh. Il n'y a pas l'interdiction de réchauffer, au moins sur une plata, je dis bien sur une plata, parce que sur d'autres sources de chaleur, il y a d'autres questions, mais le plus simple c'est la plata, sans bouton sur la plaque électrique spéciale Shabbat. J'ai le droit de mettre un aliment qui a été cuit pleinement avant Shabbat sur la plata pendant Shabbat pour le réchauffer pendant Shabbat. Ça, c'est mouskam. C'est-à-dire que ça, c'est accepté par tout le monde. Cependant, là où il y a discussion, c'est davar lach shenit bashel kol tzorko. Ça veut dire que j'ai un aliment liquide, donc une soupe, un bouillon, par exemple. Ça, ce sont des aliments qui sont lach, qui sont donc liquides, qui a été cuit avant Shabbat complètement. Là aussi, si ma soupe n'est pas complètement cuite, pendant Shabbat, je n'aurai pas le droit de la mettre sur la plata. Parce que la mettant sur la plata, ma soupe, mon bouillon vont cuire. Donc ça, c'est clair que c'est interdit. Mais là, nous sommes dans le cas où le lach, c'est-à-dire que l'aliment liquide a été complètement cuit avant Shabbat, et pendant Shabbat, je veux la mettre sur la plata, je sors du frigidaire une soupe, froide, donc j'ai cuit, excusez-moi, je répète, avant Shabbat, j'ai fait cuire ma soupe, et elle est complètement cuite. Il n'y a pas besoin encore de la cuire 5 minutes. Elle est cuite. Je la mets au frigidaire, parce que si je la laisse tout Shabbat sur la plata, jusqu'à Shabbat midi, par exemple, eh ben, elle risque de disparaître ou de cramer. Donc je la fais cuire avant Shabbat, je la retire du feu, je la mets au frigidaire, et Shabbat matin, ou même vendredi soir, peu importe, pendant Shabbat, je sors ma soupe du frigidaire et je la mets sur la plata. Il y a ici une grande discussion. Est-ce que
les aliments cuits dans un bouillon peuvent se placer sur la plata durant Shabbat? Très bonne question, j'y arrive tout de suite. Donc pour davar lach, pour un aliment liquide tel une soupe, il y a une grande discussion si il y a là le problème de cuire pendant Shabbat. Donc si c'est yavesh, il n'y a pas de problème, c'est cuit avant Shabbat. J'ai le droit de le réchauffer sur une plata pendant Shabbat. Mais si c'est un liquide, comme un bouillon ou une soupe, même si je l'ai fait cuire complètement avant Shabbat, de le réchauffer sur la plata, c'est une discussion. Est-ce qu'il y a un interdit de la Torah de réchauffer un liquide cuit avant Shabbat, de le chauffer pendant Shabbat sur la plata? Alors vous demandez, et c'est une très bonne question, si j'ai bien compris et retenu votre question, si dans mon bouillon ou dans ma soupe, il y a des légumes, donc les légumes sont ce qu'on appelle yavesh, sont du solide, sec, littéralement. Donc, est-ce que là, il va y avoir bichoul ou pas? Eh bien non, ça veut dire comme ça. Si j'enlève, bon, au final, je peux pas réchauffer ma soupe sur la plata pendant le Shabbat. On va voir tout de suite. Mais maintenant, je dis, bon, parce que puisque je peux pas réchauffer la soupe, alors je vais au moins récupérer des aliments secs. Je vais récupérer ma pomme de terre, ou le solide plus précisément, je vais récupérer mes carottes, je vais récupérer les légumes, je vais faire chauffer, je vais mettre dans une assiette et je vais les faire chauffer sur la plata. Donc je ne fais pas chauffer toute la soupe, mais si c'est des soupes avec des morceaux, bien sûr si tout est mixé, il n'y a pas de question, mais il y a différentes façons de soupe. Nous n'allons pas faire un cours de conseil culinaire. Chacun il fait la soupe comme il veut, moi je fais de la halakha. Donc si c'est ça votre question, effectivement, j'ai le droit de retirer de la soupe les aliments solides, donc mes pommes de terre, mes carottes, tout ce que j'ai mis là-bas dans ma soupe, je récupère les morceaux, on va faire simple, donc je récupère, on va pas rentrer dans Borer et la passoire, on verra ou on reverra tout ça, Ezrat Hashem, donc je récupère mes morceaux solides de la soupe que je vais mettre dans un bol ou que je vais mettre dans une casserole ou dans une assiette et je fais réchauffer sur la plata. Ça, on a le droit de faire Shabbat. Il y a une question, cependant. Est-ce qu'on peut quand même mettre sur ces légumes que j'ai récupérés de ma soupe, sur ces morceaux de légumes solides que j'ai récupérés de ma soupe, que je vais mettre dans une assiette, est-ce que je peux mettre un petit peu de bouillon, sinon ça va faire trop sec? C'est une grande discussion dans la lacha. Nous reviendrons sur cela, Bezrat Hashem, plus tard. Est-ce que j'ai répondu à votre question et est-ce que la réponse est claire? Ok. Alors, on continue, Bezrat Hashem, n'hésitez pas. Donc, qu'est-ce que nous faisons du bouillon? Il y a deux possibilités. Soit on le boit froid, soit on le mange après Shabbat, soit on lui fait un bain-marie. Comme on a déjà parlé il y a 2 semaines. Donc ça veut dire que si vous... Mais il faut avoir de l'eau chaude. Donc si j'ai de l'eau chaude sur ma plata, je prends cette eau chaude et je la mets dans un keli, dans un bol, et dans le bol, je mets avec plaisir, et dans le bol, je vais mettre ma soupe dans le bol qui contient l'eau chaude, je fais un bain-marie, et là, ça va seulement tiédir la soupe, elle sera moins froide du frigidaire, elle sera plus tiède, ça on a le droit de faire un bain-marie, dans un kli chéni, un bain-marie dans un kli rishon, nous y reviendrons. Donc il y a au moins 3 possibilités pour réchauffer un petit peu. Il y a également, comme pour les biberons exactement, ah pardon, il y avait aussi notre question de Meyer, j'ai pas vu, elle est derrière moi, ils viennent les uns derrière les autres, et si on met une grille sur la plata, ça change quelque chose? Absolument rien, parce que, ou alors il faut que la grille, elle surélève suffisamment le bouillon, de telle manière, question, pardon, très importante, que vous soulevez, il faut que la grille soulève suffisamment. C'est ça, ou surélever, j'entends. Oui, j'ai bien compris, très bien. Donc je surélève, par exemple, je vais mettre une casserole vide. Sur la casserole vide, à l'envers, je la retourne. Sur le dos de ma casserole, je mets ma soupe. Ça, on a le droit de faire, mais ou sur une grille, comme vous dites, ou surélever le bouillon, mais à une condition. Il faut que le bouillon ne puisse pas atteindre le 37 degrés. Il faut qu'il ne puisse pas atteindre Yad Soledetbo. Même si je le laisserai là-bas des heures, il n'atteindrait jamais Yad Soledetbo. Donc il faut bien connaître la chaleur de sa plata
et la distance en général, mais bon, c'est pas une généralité complètement générale, mais en général, je pense qu'à 50 cm surélevé de la plata, peut-être même moins ou un peu plus, bon, chacun il doit avoir sur sa plata, mais je pense que à 50 cm surélevé de la plata, ça n'atteindra jamais Yatsoledbo, ça va un peu tiédir avec les vapeurs de la plata qui montent vers le haut. Mais maintenant, il y a une troisième possibilité. En tout cas, si je mets mon bouillon à une distance où ça risque, même au bout de plusieurs heures, d'atteindre Yatsoledbo, c'est assourd. Donc, il faut vraiment le mettre à une distance où ça ne peut pas atteindre Yatsoledbo. En fait, il y a une troisième possibilité, mais il faut faire aussi attention, mais c'est une troisième possibilité qui marche, là aussi, seulement si vous avez de l'eau chaude sur la plata, vous avez une bouilloire que vous avez mise sur la plata, ou un koum de Shabbat, c'est que vous rajoutez un peu d'eau chaude dans votre soupe froide. Là aussi, il ne faut pas qu'elle atteigne Yatsoledbo. Donc, par exemple, si vous avez 1 litre de soupe, vous n'allez pas mettre 1 litre d'eau bouillante. Sinon, on va rentrer dans un problème de bichoul. Et de hirouille, bon, on va voir tout ça. Donc, si sur 1 litre, eh bien, si vous estimez que si vous mettez 20 centilitres, donc un verre d'eau chaude, ça va un peu tiédir, c'est sûr que 20 centilitres d'eau chaude dans une soupe d'1 litre, ça va pas. Pourquoi des expériences si le bouillon est cuit? Parce que, très bonne question, donc on mettra une quantité inférieure d'eau chaude pour tiédir la soupe, mais pas une grande quantité d'eau chaude qui va faire que la soupe, elle va atteindre Yatsoledbo. Alors, c'est vrai que la soupe est déjà cuite. Vous avez raison. Cependant, il y a une grande discussion. Est-ce que, alors, encore une fois, un solide qui est cuit, en bichoul achar bichoul. De le réchauffer, ça ne va pas le recuire. Ce qui est cuit ne recuit pas. Mais un liquide, lorsqu'on le réchauffe, il y a une discussion, ça s'appelle le recuire. Pourquoi? Parce que la température du liquide s'inscrit dans son mode de cuisson. D'ailleurs, une soupe froide, à part peut-être aujourd'hui dans les temps modernes, mais une vraie soupe, c'est chaud, et puis c'est meilleur, il dit le Mishnah Broura, un liquide, tout est certainement meilleur lorsque c'est chaud, mais ça ne change rien dans l'état de mon solide. Alors que dans le liquide, c'est une discussion si le degré de température, ça s'appelle bichoul dans du lard. C'est que l'aliment, il est consommable, mais il est froid, donc il ne l'est plus. Une soupe froide, c'est pas bon. Eh bien, lorsque je le réchauffe, ça devient meilleur. Une soupe, plus elle mijote, plus elle est meilleure. Ça dépend les soupes, mais après les Chachamim, ils n'ont pas distingué. Ou un bouillon de couscous froid, excusez-moi l'expression, c'est pas bon, ou c'est peu bon. Ok, donc c'est une discussion. La discussion, elle est lourde de conséquences, on verra un peu plus détaillé. D'après le Shulchan Aruch, dans Siman Shin Yutret Seif Dalet, il y a Yesh Bishul Achar Bishul Belach Shenocham Shayatsoledbo. Ça veut dire que si mon bouillon, ma soupe, sont froids, je les sors du frigidaire, eh bien je n'aurai pas le droit de les réchauffer. Ça s'appelle Bishul et c'est très grave, parce que là on fait du Bishul Deoraita, d'après cette opinion. Les Ashkenazim se prononce de façon un peu moins sévère, on va dire le Rama, dans Siman Shin Yutret, Seif Tetvav. Donc si parmi nous il y a des Ashkenazim, il dit le Rama, tant que le bouillon ou la soupe ne sont pas froids, ça veut dire in lonitztanel les gabré. Donc si ça sort du frigidaire, et dans le four Shabbat où le plat n'est pas à même la source de chaleur. Ça ne change absolument rien. Si c'est posé sur le feu, encore une fois, vous savez que même sur le radiateur, il y a bichoul. Comme ça, on voit dans les poskim. Sauf que si vous prenez un plat froid, vous prenez votre bouillon, vous le mettez sur le radiateur, c'est l'hiver, il y a des gens chez eux, le radiateur, c'est un turbo, ça, le radiateur, il est très chaud. Eh bien, je n'ai pas le droit, pendant le Shabbat, de mettre ma soupe ou mon bouillon sur le radiateur. Quelle que soit la source de chaleur, il y en a une seule qui est permise, c'est Toldat, avec plaisir, c'est Chaba, pardon. C'est si j'expose au soleil sans aucun mécanisme de réchauffement de la planète ou de la soupe, je prends ma soupe,
je l'expose au soleil, et avec le soleil, donc ça va chauffer, ça c'est moutard. La seule chose qui est moutard, c'est le soleil Shabbat. Donc, le Rama dit, tant que de l'eau sur le feu ne cuit pas, sa température augmente ou elle bout. Tout à fait. Donc la cuisson du liquide, c'est sa température. Donc le Shulchan Aroukh dit, si mon eau atteint moins diazolédmo, c'est à la refroidir. Il y a des gens, par exemple, vous faites un café Shabbat. Vous prenez la bouilloire. Je ne sais pas comment c'est chez chacun et chacune, mais chez moi, j'ai une bouilloire. Une bouilloire à l'ancienne. Avant, on les mettait sur le gaz et ça chauffait et ça sifflait. Vous vous rappelez de ces bouilloires qui sifflent. Donc j'en ai une pour Shabbat. Donc avant Shabbat, je fais bouillir de l'eau dans une bouilloire électrique. Et ensuite, je transvase l'eau de ma bouilloire et je la mets dans ma bouilloire à l'ancienne que je mets sur ma plata. Donc je viens pendant Shabbat, je prends ma bouilloire et je sers le café. Si, alors ça va dépendre de la quantité d'eau qu'il y a on va donner plusieurs exemples. J'ai servi plusieurs cafés. Et je me rends compte que l'eau qu'il y a dans la bouilloire est descendue de température au point d'arriver à moins de Yatsolededmo, je n'ai plus le droit de remettre ma bouilloire sur la plata de Shabbat. Yesh bishul achar bishul medavar lach. Est-ce que c'est clair? De même, quelqu'un qui prend la bouilloire de la plata, il pose la bouilloire sur le plan de travail, il amène le café à table, il sert le café, etc. Il revient, il a complètement oublié de mettre sa bouilloire, mais il se rend compte que sa bouilloire a atteint moins de Yatsolededmo, il n'aura plus le droit de la remettre sur la plata. Yesh bishul achar bishul medavar lach. Est-ce que c'est clair, Moraï et Rabotai? Pour les Ashkenazim, ils sont un peu moins sévères, eux ils disent même, Hazak ou Baour. Voilà, n'hésitez pas à poser les questions, même si je n'ai pas réponse à tout. C'est bien dommage, mais je fais au mieux. Be'ezrat Hashem. Je disais donc, les Ashkenazim sont moins sévères. Si parmi nous, il y a des Ashkenazim, ils disent que si l'eau, même si elle est descendue de Yatsolededmo, mais elle n'a pas complètement refroidi, ils disent tant que c'est tiède. Alors la même chose avec un bouillon. Oui, mais on parle que du bouillon ou même un plat en sauce. Très bonne question. Très bonne question. On va essayer d'y répondre un petit peu ce soir. On va essayer de dire clairement. Bekitsu. Je vais revenir à votre question. Je finis juste sur la question, je l'ai dit dans la bouilloire d'eau chaude. C'est la même chose, un bouillon. Vous prenez un bouillon. Alors, il y a des gens, il y a deux types de personnes. Il y a des gens, entre les Marocains, les Tunisiens, je sais pas, les Algériens, les Thémanim, les Ashkenazim, il y a plusieurs façons de servir le plat. Il y a des gens qui prennent la casserole de la plata, ils enlèvent de la plata, on va faire simple, et de la casserole, ils servent les assiettes, ou bien ils amènent la casserole à table. Les Marocains, on aime bien, mais bon, c'est pas généralisé, puis on s'en fout des cultures. On est là, on fait de la halakha. Donc si j'amène la casserole de bouillon à table, ou de soupe, je sers, et je dis tiens, il reste de la soupe ou du bouillon dans la casserole. Alors qu'est-ce qui se passe? Et puis bon, je vois qu'il en reste, c'est dommage, je sais, peut-être que dans un quart d'heure, quelqu'un voudra en reprendre. Est-ce que j'ai le droit de remettre mon bouillon, ma casserole, donc sur la plata? Ça dépend. Pour le Rama, si c'est pas devenu froid, tu peux la remettre. Pour le Shulchan Aroukh, tu peux la remettre seulement si le bouillon n'est pas descendu à moins de 37 degrés, à moins de Yatsolededmo. Mais si le temps de servir les invités, si j'avais l'intention de la remettre, c'est pas sûr qu'on ait besoin d'avoir l'intention. On reviendra sur ça, c'est les dynimes de Chazara. Mais en général, tout le monde a l'intention de remettre, on ne sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui veut reprendre de la soupe ou du bouillon. On reviendra sur ce point très important que vous rappelez. Donc maintenant, je me dis, parce que même si j'ai l'intention, si c'est nécessaire d'avoir l'intention, alors, attention, il dit le Shulchan Aroukh, il faut que le contenu, donc ta soupe ou ton bouillon, ne soit pas descendu à moins de Yatsolededmo. S'ils sont descendus à moins de Yatsolededmo, je n'aurai pas le droit de les remettre sur la plata. Donc sortir un bouillon du frigidaire, le mettre sur la plata, c'est assour. Remettre un bouillon sur la plata, c'est permis seulement si le bouillon n'est pas descendu à moins de Yatsolededmo, à moins de 37 degrés.
Cependant, la deuxième culture, il y en a qui prennent le bouillon du klirichon de la casserole, ils le versent dans une soupière et ils servent à table. Alors là, il faut savoir que ce qu'il y a dans la soupière, on peut plus le remettre dans un klirichon pour le remettre sur la plata. Une fois que c'est tombé dans un kliricheni, ça refroidit très très vite et on pourra pas donc le réchauffer une deuxième fois. Alors, puisque vous avez parlé de l'intention de remettre, bon, ça on verra par la suite, c'est ce qu'on appelle chazara, dans quelles conditions on peut remettre un plat sur le feu. De même, encore une fois, on est encore un petit peu dans les règles générales, dans les titres, et on reviendra de façon plus détaillée sur tout cela. De même, la question de savoir quelles sont les choses qu'on peut réchauffer sur la plata ou pas. Donc, pour éviter complication, pas de soupe Shabbat midi. Si vendredi, on met avant Shabbat sur la plata, et on sert à l'assiette. Ça marche pas chez tout le monde, ce que vous dites. Là, je suis d'accord avec vous. Pourquoi il y a des gens qui mangent le couscous Shabbat midi? Alors, je vais vous donner une autre solution. En vérité, je vais vous donner une autre solution qui marche pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de poskim, et Sfaradim et Ashkenazim. Je vais vous dire ça tout de suite. Il y a une autre formule d'avoir son bouillon. Il y a des gens qui mangent le couscous sec, bon, je sais pas. Il y en a qui le mangent avec du bouillon, bien assaisonné, difficile de manger chaud. Le Shabbat midi, pas du tout difficile. Vous savez pourquoi? D'abord parce que le mot difficile, je ne l'aime pas, excusez-moi. Mais parce que c'est important de manger chaud Shabbat midi. Si on peut pas pour des raisons un peu de santé ou de l'estomac qui gargouille, tout ça, bon, on va pas entrer dans tout ça. Mais c'est une mitzvah de manger chaud le Shabbat. Celui qui mange pas chaud, si c'est pas pour des raisons valables, alors on se pose la question s'il n'est pas frappé et atteint d'hérésie. Comme ça, c'est ramené dans le Shilte à Giborim. Les minutes, je crois que c'est son lachon à peu près. Il faut manger chaud Shabbat. Bon, il y a des gens en été, ils arrivent pas à manger chaud. C'est pas pour des raisons existentielles. C'est pour des raisons tout simplement pratiques. Il fait déjà très chaud. D'avoir une plata qui tourne tout Shabbat et encore de manger du chaud. C'est parce qu'il faut bien manger Shabbat. Et quand on mange bien les plats, les bons plats sont les plats chauds. Les plats froids, c'est des salades, c'est du laitage. Mais, alors c'est vrai, vous allez me dire, ça existe des rôtis froids, mais un bon plat chaud, un bon couscous, dafina, chulent, et kaila, etc. Eh bien, ça, c'est comme ça qu'on mange bien. C'est un bon plat chaud. Plat froid, on mange bien, mais pas bien. Voilà, donc, on reviendra plus approfondi sur ça, mais ça, c'est écrit Chaïchidan. Parce qu'avant, il y en a qui disaient Shabbat, non, il faut pas manger chaud, au contraire. Bon, mais quitte tout, il faut manger chaud Shabbat. Sauf, en même si on a un bon motif, il faut pas non plus se rendre malade. Bien évidemment. Oui. Alors, il y a une autre formule pour réchauffer tous les bouillons de couscous ou toutes les soupes du vendredi soir. En vérité, il y a plusieurs autres possibilités. Excusez-moi, Mechila. Pardon. À l'heure du modernisme, il y a un petit appareil, qui s'appelle une minuterie. Vous faites bouillir, ou chauffer, ou cuire votre soupe et votre bouillon, donc du lach avant Shabbat. J'ai fait cuire dans ma casserole, qui est sur ma plaque à induction, ou sur ma gazinière, etc. Avant Shabbat, c'est complètement cuit. Ensuite, je retire du feu ma casserole. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est 4 heures de l'après-midi vendredi, c'est pas Shabbat, il n'y a pas de problème. Ensuite, à peu près à la Katnerot, on va dire à peu près une demi-heure avant Shabbat, je branche ma plata. Et ma plata, je la mets sur minuterie. Et je mets sur minuterie ma plata de telle manière que Shabbat matin, par exemple, à 11h, si je sais que je mange vers midi, 1h, 1h avant, 2h avant, chacun comme il veut, je mets ma minuterie. Et ma minuterie, elle va déclencher donc la fonction de la plata. Et donc la plata va s'allumer. Et elle va réchauffer mon bouillon. Ça, c'est Moutar Shabbat, c'est permis. Donc je n'ai pas mis mon bouillon pendant Shabbat. Ça, on va entrer dans la marloquette. Et la halakha, c'est que c'est assour. On met pas un liquide froid sur la plata
allumé pendant Shabbat, mais je vais mettre avant Shabbat, c'est le plus simple. Ne me posez pas, il y a encore 10 000 autres possibilités sur ça, et 10 000 autres cas de figure. Mais dans le cas le plus simple, c'est de mettre mon bouillon avant Shabbat sur ma plata, éteinte, mais qui va s'allumer durant le Shabbat avec la minuterie, et donc elle va réchauffer mon bouillon. Ça, c'est moutard. C'est la conclusion de Rav Ovadia Yosef, de ses fils, Ibad el-Chaim, le Rishon Letzion, Rav Yitzhak Yosef, Rav David Yosef, et soutenu, là-bas, il ramène Rav Ovadia dans Chazon Ovadia de Shabbat, des dizaines d'Acharonim comme Tzitz Eliezer, ou encore Rav Shlomo Zalman de Yerbach, ou encore beaucoup d'Egdolim Ashkenazim qui ont permis de faire ça. Donc il y a une formule qui s'appelle la minuterie, et nous a rendu bien des services. Toujours dans les titres, en laissant le bouillon sur la plata dans la nuit. Oui, ça veut dire par exemple, je fais que ma plata, elle s'éteint, je donne un exemple, elle s'éteint en ce moment, on rentre tôt de la choule, imaginons que vous éteignez votre plata à 21h. Après de 21h jusqu'à demain matin, vous n'avez pas besoin que ça tourne. Pas besoin que la plata, elle soit allumée. Chacun selon ses critères, mais bon, maximum, j'ai besoin d'eau chaude demain matin. Eh ben, je fais bouillir l'eau chaude avant Shabbat. Je branche ma plata, je mets ma bouilloire sur la plata. À 21h, ma plata s'éteint. Demain matin, à 7h, elle se rallume et j'ai mon café à 8h. C'est moutard. Est-ce que c'est clair, mon ami Rabotai? Je suis pas sûr que ça soit très clair. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ah ben si c'est clair, Baruch Hashem, alors on continue. C'est-à-dire je prends ma bouilloire, je fais, non pour l'eau chaude, très bien. Je fais bouillir de l'eau chaude avant Shabbat. Dans un koum électrique, peu importe comment. Je fais bouillir de l'eau chaude. Elle est bouillante, oui, elle a bouilli, il y a eu de l'ébullition, je fais bouillir de l'eau. Cette eau, je la mets sur la plata avant Shabbat. Et voilà que pendant Shabbat, la plata tourne avec la minuterie. De telle manière qu'elle s'éteint à 21h, par exemple, et elle se rallume demain matin à 7h. Donc de 21h vendredi soir jusqu'à 7h du matin, mon eau va refroidir. Mais comment elle va réchauffer? Je n'ai pas fait d'action pendant Shabbat. Je n'ai pas mis l'eau sur la plata pendant Shabbat. J'ai mis l'eau bouillie avant Shabbat sur la plata, qui va s'éteindre à 21h et se rallumer à 7h. Mais moi, je n'ai rien fait. J'ai fait tout avant Shabbat. Pendant Shabbat, je n'ai rien fait. J'ai fait mes repas de Shabbat, mes chants de Shabbat, mon sommeil de Shabbat, mon limoud de Shabbat. Je n'ai rien touché, ni ma casserole, ni ma bouilloire, ni ma plata, ni ma minuterie. Je n'ai rien touché. Donc ça se fait tout seul, ce qu'on appelle graba. Mais Shabbat, nous dira Ovadia Yosef à la Shalom. C'est-à-dire que la chose, elle va se faire toute seule par voie, j'allais dire naturelle, non pas naturelle, mais par voie automatisme via la minuterie. Avant Shabbat, je fais bouillir l'eau. Je la mets pas froide, je la fais bouillir. Je la mets sur la plata. La plata s'éteint à 21h, donc mon eau chaude va refroidir durant la nuit. À 7h du matin, ou 6h si vous voulez vous levez plus tôt, ou à 9h alors que vous levez, ou pour le bouillon, peu importe. On va dire dans ce cas, à 7h, la minuterie va déclencher la plata va chauffer, elle va donc réchauffer l'eau qui a refroidi durant la nuit, et ensuite j'aurai mon café tout prêt pour 7h30, 8h, c'est moutard, c'est permis. Est-ce que c'est clair? Je fais bouillir l'eau avant Shabbat, je la mets sur la plata avant Shabbat, qui va s'éteindre à 21h et se rallumer à 7h, c'est moutard, c'est permis de faire ça Shabbat, mon Rabbi Rabotai. Est-ce que c'est clair? Super, Baruch Hashem. Alors on continue, Chazak ou Baruch. Ok, très bien. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire chauffer tout et n'importe quoi sur la plata pendant Shabbat? On voit que ce n'est pas si simple. Les poskim, les rishonim, là aussi, pardon, ce soir on est encore un peu dans les généralités, on verra plus en détail. Mais Ezrat Hashem, si vous voulez continuer, une chod bichoul. Il y a, donc le principe, c'est qu'un solide n'est pas concerné par le principe de bichoul à Hamshusr. S'il a été cuit une fois, eh bien, j'ai le droit de le réchauffer pendant Shabbat pour le réchauffer, même s'il va devenir très chaud. Cependant, il y a une immense discussion, et là, les Ashkenazim se montrent plus sévères que le Shulchan Aruch, que les Sfaradim. Nous avons vu, rappelez-vous, au premier shiur de Ilchot Bichoul, qu'il y a plusieurs modes de cuisson. On a parlé de bichoul,
de Afia, de Tzliya, de Me'ushan. En simple, on a marqué, on va le faire simple, qu'il y a une différence entre cuire un aliment dans une casserole et cuire un aliment sur le feu directement. Donc dans la casserole, je fais cuire des légumes, ça s'appelle bichoul. Je prends un aliment, je le mets directement sur le feu, comme on fait des grillades, ça s'appelle griller. Je le mets dans le four, ça s'appelle afia. Un poulet en casserole, un poulet en grillade, un poulet dans le four, ça n'a pas le même goût, ce n'est pas le même mode de cuisson. Alors les poskim s'interrogent à travers une Gemara dans Masechet Psachim. Est-ce qu'un aliment qui a été cuit par un mode de cuisson, est-ce que j'ai le droit de le réchauffer par un autre mode de cuisson? Parce que si c'est un autre mode de cuisson, alors il va y avoir une modification dans l'aliment. Est-ce que yesh bishul acharafia vetzlia ou pas? C'est une très grande discussion. Alors par exemple, les Ashkenazim, lorsqu'ils font cuire des chalotes, aujourd'hui tout le monde fait cuire les chalotes dans le four. Dans le four, ça s'appelle afia, au fait, en hébreu bien sûr. Maintenant, je prends cette chala, froide ou congelée, que je vais mettre sur la plata, directement. Comme on fait nous les Sfaradim, on prend la chala, on la met sur la plata. Pourtant, je change le mode de cuisson. Je suis passé de afia dans le four à tzliya, ce qu'on met directement sur le feu. Ça s'appelle tzliya. Les Ashkenazim se montrent plus sévères. Ils mettent pas les chalotes directement sur la plata. Ils vont les surélever, ils vont les mettre sur les casseroles. Pour les Sfaradim, on a le droit. Donc on verra tout ça également. Kli rishon et kli sheni. Il y a dans la melacha de Bichoul plusieurs différences de halacha de dinim entre cuire dans un keli rishon et la cuisson, le bichoul, dans un keli sheni. Le keli rishon, c'est l'ustensile dans lequel on a cuit l'aliment. Donc je prends ma casserole, je fais cuire mes haricots verts. Ma casserole, elle contient des haricots verts qui ont cuit. Elle s'appelle le premier keli. Le premier keli, le premier ustensile, c'est l'ustensile dans lequel mes légumes, ma viande, mon poisson, etc. ont cuit. Le keli sheni, c'est lorsque j'ai transvasé ce qu'il y a dans ma casserole, dans un plat, dans un autre récipient, quel qu'il soit, dans l'assiette, dans le plateau, etc. Donc j'ai transvasé le contenu du kli rishon dans un deuxième ustensile, dans un keli sheni. De manière générale, question, mais le bouillon qui reste sur la plata, la nuit va tourner, excusez-moi de... le bouillon qui va tourner. Alors, on revient au bouillon, c'est une question importante, surtout que c'est l'hiver, tout le monde mange de la soupe, ceux qui mangent de la soupe ou des bouillons. Alors, vous dites qu'il va tourner. Alors, je vais vous dire. Si ma plata est allumée tout Shabbat, il y a des gens qui laissent la plata tout Shabbat pour la dafina ou pour d'autres plats ou l'eau chaude, etc. Là, vous n'avez pas d'autre choix ou de laisser le bouillon sur la plata, mais il va tourner, ou de l'enlever ou de ne pas le mettre sur la plata, mais là, vous n'avez pas la possibilité de le mettre. Alors, c'est pas grave si on reprend les solutions de tout à l'heure, soit pendant Shabbat, dans votre bouillon froid, vous rajoutez un peu d'eau chaude, soit votre bouillon, vous faites un bain-marie dans un keli sheni, soit vous le mettez à une distance de la plata où il ne peut pas atteindre Yad Soledetbo. Vous prenez une grande casserole, vous la retournez afin que le fond de la casserole soit en haut. Donc je retourne ma casserole, je ne peux pas le faire avec mon verre parce qu'il est plein. Donc je prends ma casserole, je la mets sur la plata et au-dessus de la plata, je mets mon bouillon. Mais à la condition que là où j'ai mis mon bouillon, il ne puisse pas atteindre Yad Soledetbo. Il va tiédir, mais il ne sera pas bouillant. Et la quatrième solution, il y a peut-être d'autres solutions si vous avez des idées, ou claires, ou si vous avez d'autres idées, on peut essayer d'analyser ensemble. La quatrième possibilité, c'est de mettre une plata avec minuterie. Comme ça, à 9h, votre plata, elle s'éteint, ou à 10h. Toute la nuit, elle s'éteint, et demain matin, elle se rallume à 10h ou à 11h, et ainsi, votre bouillon ne va pas tourner. Est-ce que c'est clair ? Si c'est pas clair, on revient. Il faut que ce soit très clair. Moi, il faut un Shabbat parfait. Ok ?
Donc, de manière générale, on va finir avec un petit rappel bref de Kli Rishon et Kli Sheni. Donc, Kli Rishon, c'est le Kli où j'ai, le premier ustensile où j'ai cuisiné mes légumes. Mes légumes, ma viande et tout ce que j'ai cuisiné. Ensuite, lorsque je transvase le contenu de ma casserole dans un ustensile quelconque, une assiette, un plateau, une autre casserole, un saladier, un ravier, appelez ça comme vous voulez, le deuxième Keli s'appelle Keli Sheni. La règle de manière générale, pardon si ça a tremblé, ce n'est pas Baruch Hashem de terre, c'est moi qui ai fait trembler la table et le téléphone. De manière générale, a-t-on le droit de laisser une marmite vide sur la plata toute la nuit et de mettre le bouillon dans la marmite? Absolument pas. Pourquoi? Parce que même si vous... C'est une très bonne question. Vous dites comme ça. Je laisse une casserole vide sur la plata avant Shabbat. Ça, il n'y a pas de problème. Avec les heures du Shabbat, la plata va réchauffer ma casserole. Il n'y a pas de problème. J'ai mis ma plata avant Shabbat sur la... J'ai mis, ma casserole sur la plata, ma casserole vide, sur la plata pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. J'ai mis ma casserole vide sur la plata avant Shabbat. Oui, donc il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Shabbat matin, ma casserole vide, elle est bouillante. Elle est rotahat, même si elle est vide. Mais le métal est très chaud. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous suggérez de prendre le bouillon froid et de le transvaser dans la casserole qui est bouillante. Et donc, ça va réchauffer et mon bouillon, et ma soupe vont atteindre Yad Solededvo. C'est complètement interdit de faire ça Shabbat. On est dans Our ou Toldat Our. Ça s'appelle Bishul de Oraita. Il ne faut pas faire ça, c'est Assour. Est-ce que c'est clair? Eh bien, Baruch Hashem, Ravi Rabotai, si tout est clair, bon, on ne va pas abîmer Kli Rishon et Kli Sheni. En Be'ezrat Hashem, oui, même si on a enlevé la marmite. Alors là, c'est très important, mettez ce que vous dites. Parce que là, c'est ce qu'on appelle Toldat Ha'ur. Ça veut dire comme ça. Dans la Gemara, c'est Chet Shabbat, il y a 4 modes ou 4 niveaux de cuisson ou 4 types de cuisson. Il y a Ur, Toldot Ha'ur, Chama et Toldot Chama. C'est-à-dire, Ur, c'est le feu, comme Ur Kasdim, c'est le feu. Donc, je mets un aliment directement sur le feu. Donc, Tzliya, ça s'appelle griller. Ou bien je mets un aliment dans une casserole qui est sur le feu. Ça s'appelle Bishul. Ça, c'est Assour Deoraita. Ça, c'est Ur. La deuxième façon de cuire un aliment, c'est Toldat Ha'ur. Ça veut dire que je prends un métal, comme votre exemple. En gros, la marmite enlevée de la plata est en phase de se refroidir lorsque je verse mon aliment dedans. Alors attention. Si c'est comme ça, on va voir. Je finis juste les 4 types de cuisson et vous me reposerez la question, c'est important ce que vous dites. Si très bien. Maintenant, si je prends un métal, je prends une casserole vide, que je chauffe, je la mets avant Shabbat. Maintenant, pendant Shabbat, je l'enlève de la plata. Donc là, je ne vais plus cuire avec la source de chaleur, puisque j'ai retiré ma casserole du feu, notamment de la plata. Mais ce métal, c'est-à-dire cette casserole, elle est devenue chaude par une source de chaleur. C'est ce qu'on appelle un dérivé du feu, Toldat Ha'ur. Et Toldat Ha'ur, c'est également Assour de cuire dans... c'est Assour aussi de Oraita, en page toute, de cuire dans un élément qui a chauffé par le feu, même si le feu n'est plus là. Troisièmement, il y a Chama, le soleil. C'est-à-dire, j'expose au soleil un verre. Il y a des endroits où il fait très chaud, toute l'année ou l'été, peu importe. Vous allez dans le désert, c'est l'exemple de la Gemara. Donc j'expose un œuf, j'expose un verre d'eau. J'ai le droit le Shabbat de prendre un verre et de l'exposer au soleil, même si je vais au bout d'un quart d'heure et l'eau est chaude et je me fais un bon café. Ça, c'est moutard. C'est permis de faire ça à Shabbat. Et Tollot Chama, c'est je prends une poêle, ou un autre métal, bien sûr, je prends une poêle, je l'expose au soleil. Maintenant, elle est très, 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 très chaude. Je la retire et je mets dedans un œuf, par exemple. Donc mon œuf va cuire avec la plata, avec la poêle qui a chauffé au soleil. C'est donc Tollot Chama. Ça, c'est un Issour des Rabbanan. Votre question, elle est très intéressante. Il me semble que c'est moutard. C'est-à-dire, j'ai ma casserole bouillante, vide, ma casserole vide que je mets sur la plata avant Shabbat. Donc maintenant, pendant Shabbat,
ma casserole vide est bouillante. Vous dites, qu'est-ce que je fais? Je transvase mon bouillon. Je transvase mon bouillon. Mais étant donné que le bouillon est de quantité supérieure, c'est pas sûr, hein, parce qu'en volume, vous savez, c'est pas sûr qu'il y ait plus de bouillon. Je crois même qu'il y a, oui, bien sûr, il y a plus de bouillon, plus de contenu que de contenant. En volume, oui, c'est sûr. J'étais dans chichi, mais on n'est pas dans, on va pas s'embrouiller, en simple. Donc là, si effectivement, mais là, il faut faire très, très, très attention. En vérité, il y a un problème. Dans le principe, c'est moutard, mais il y a un problème. Vous savez, c'est quoi le problème? Je ne sais pas comment ça marche dans la médecine, parce que j'ai jamais fait ça, mais vous allez m'aider. Parce qu'en vérité, comme ça, j'ai ma casserole vide, que j'ai laissée toute la nuit de vendredi soir sur la plata. Donc Shabbat matin, ma casserole, elle est bouillante. Vous dites, je prends mon bouillon du frigidaire. C'est très intéressant, je réfléchis avec vous. Je prends mon bouillon du frigidaire, il est froid. Oh, alors très bien. Maintenant, je prends mon bouillon froid. Mon bouillon froid, je vais le verser dans ma casserole. À partir du moment où la casserole est remplie, alors là, il faudra faire attention, premièrement, que je mets une grande quantité de bouillon. Si je mets un petit peu, alors, jusqu'à ce que ma casserole refroidisse, le petit peu va atteindre Yatzolé d'Edbo. Donc, je mets une grande quantité de bouillon dans la casserole chaude. Et là, effectivement, la quantité de bouillon, elle est supérieure au volume de la casserole. Et elle va refroidir la casserole au point que le bouillon ne va pas atteindre Yatzolé d'Edbo. À ce moment-là, il faut faire attention, c'est écrit dans la halacha. C'est que lorsque vous transvasez votre bouillon froid dans la casserole, donc il faut se servir avant que... Non, pas avant que Yatzolé. Il faut que la quantité, c'est la fameuse Mishnah de Abbatia ou de Chametz Veria, bon, il y a plusieurs soubiotes dans la Gemara. Encore une fois, il faut que la quantité de bouillon soit si importante que lorsque je vais la transvaser dans ma casserole, elle va refroidir la casserole plus vite que ce que la casserole va réchauffer ma soupe. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela que si je mets une petite quantité, si je mets un verre de soupe dans une grande casserole bouillante, alors là c'est assourd, parce que la casserole chaude va réchauffer ma soupe qui va atteindre Yatzolé d'Edbo. Et ça ne peut pas dire, je vais l'enlever avant que ça arrive Yatzolé d'Edbo, c'est pas bon. On ne peut pas faire ça. Maintenant, même lorsque je mets une grande quantité, il faudra mettre la grande quantité de soupe d'un trait. C'est-à-dire, il faudra s'empresser de tout mettre, parce que si je mets petit à petit, je mets avec une cuillère ou une louche, je mets une première louche, après je mets une deuxième louche, après je mets une troisième louche, alors là c'est un problème. Parce que jusqu'à ce que j'ai mis une quantité importante de liquide froid, jusqu'à ce que j'arrive, je sais pas, par exemple à 50 centilitres, les premiers 50 centilitres, ils vont arriver à Yatzolé d'Edbo. Donc il faut verser l'eau froide d'un seul coup dans ma casserole chaude, afin que le contenu refroidisse la casserole plus vite et avant que la casserole ne permette au liquide d'arriver à Yatzolé d'Edbo. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On reviendra donc sur Klirishon, Klisheni. Le temps avance, Baruch Hashem, il y a eu des très belles questions. J'espère que c'était clair, Moraï et Rabotai, parce que si on ne fait pas attention, on prend le risque d'être dans du bichoul Deoraita. Il faut donc faire très, 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 très attention. Voilà, un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom Sage Online. Merci beaucoup, Moraï et Rabotai, à vous d'être là. Merci de vos questions, de vos suggestions, de vos interrogations. C'est toujours un plaisir de partager avec vous Ilchot Shabbat. Mais on continuera sur Bichoul si cela vous intéresse. Voilà, merci beaucoup à vous, merci beaucoup à tout le monde, merci au Boré Olam, à Kadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom, Sage Online, des cascades de brachot, bien chaudes pour Shabbat, des cascades de bien fraîches pour la vie, qu'Akadosh Baruch Hu, il déverse. Merci beaucoup à tout le monde, merci de vos brachot, qu'Akadosh Baruch Hu, il déverse Shefa brachot, la Noul Chal Israël, sur le Ham Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Yeshiva Zoom, Sage Online, dans le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom ou Mevorach, et je vous dis à très bientôt. Kol Tuv.